L'esprit d'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Toi aussi, raconte, en donnant le nom et les détails, un harcèlement sexuel que tu as connu dans ton boulot. Je vous attends. C'est avec cet appel que Sandra Muller, journaliste française basée aux États-Unis, a lancé le 13 octobre le hashtag, désormais célèbre, Balance ton porc. 10 jours plus tard, des centaines de milliers de messages balancent effectivement, par ce truchement et d'autres, des agresseurs présumés, politiques, journalistes, vedettes ou petits chefs de bureau, dessinant un sombre tableau des relations entre les sexes dans notre pays. Selon les enquêtes, 20 à 80% des femmes auraient été harcelées. Il faut casser la culture du viol, professe une psychiatre. Du sommet de l'État à la quasi-totalité des médias, on s'émerveille de cette libération de la parole. Un mouvement planétaire qui s'est, nous dit Le Monde, répandu comme un cri primal global. Nous sommes si nombreuses que c'en est impressionnant, s'enthousiasme la sociologue Irène Théry. Dans cette tourmente, il est difficile de faire entendre que la suspension de toutes les garanties formelles de la justice n'est pas nécessairement le meilleur moyen pour faire advenir la justice. Nous avons tenté l'un et l'autre de le faire en exprimant publiquement notre effroi. Peut-être faut-il préciser à Alain Finkielkraut que nous condamnons évidemment et absolument la violence, la contrainte, la violence et le chantage sexuel qu'il s'exerce sur des femmes ou d'ailleurs sur des hommes. Mais depuis le temps qu'on nous dit que la femme est de l'avenir de l'homme, peut-être que nous y sommes, écrivait Muret il y a déjà 20 ans, ajoutant que la traque du harcèlement sexuel visait en réalité à éradiquer la sexualité elle-même. De fait, on assiste peut-être, comme il l'annonçait, au triomphe du victimisme et de son corollaire, l'envie du pénal, puisqu'on nous annonce une loi. Reste à savoir si ce futur au féminin, cher Alain Finkielkraut, est aussi désirable qu'on nous l'a seriné. Et avant de nous quitter, nous parlerons un peu d'Emmanuel Macron. Peut-être répondrez-vous à la question posée en une de la revue des Deux Mondes. Qu'est-ce que le macronisme? Alors, commençons par Balance ton porc. Je voudrais vous faire part d'une observation, Alain Finkielkraut, depuis le début de cette affaire. Je constate un fossé abyssal entre les propos que tiennent mes amis, les hommes à qui je parle en privé, je parle des hommes, hein, surtout, et les propos qu'ils tiennent en public ou le fait simplement qu'ils refusent de parler. On dirait qu'ils ont peur. Et effectivement, on nous dit sans cesse que la peur doit changer de camp. Alors Alain Finkielkraut, vous êtes un homme. Est-ce que vous avez peur? Alors, un tout petit préambule s'impose, Elisabeth, avant de vous répondre. Vous l'avez dit, sur cette affaire, nous sommes intervenus l'un et l'autre, et nous avons été tous les deux pris à partie par Irène Théry. Nous ne sommes donc pas aujourd'hui dans la position classique de l'intervieweuse et de l'interviewé, nous sommes dans le même bateau. Et maintenant, votre question. Mais nous allons reprendre la position classique tout de suite néanmoins. Peut-être, voilà, peut-être, mais pas de manière trop artificielle quand même. Non, mais bien sûr, nous sommes du même avis, nous n'avons pas créé un faux suspense et un faux affrontement, mais les auditeurs ont très envie d'avoir votre vision. Alors est-ce que vous avez peur? En tout cas, je n'ai pas peur pour moi. On a peur pour un malheur qui va arriver, il y a donc de l'espoir dans la peur. Cet espoir, je l'ai en ce qui me concerne perdu. Comme le rappelle Maya Kadra dans une tribune publiée par Libération il y a 2 jours, le porc est une des représentations du diable. Or, je suis d'ores et déjà diabolisé et je rôtis en tant que diable dans l'enfer de la bien-pensance. Oui, donc on vous met sur le gris comme porc, ça peut vous chaud en quelque sorte. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je vais vous lire entre 1000 exemples ce tweet exquis et tout récent. Vu les propos qu'il tient sur les femmes et autres, la mère de Finkielkraut aurait dû sérieusement penser à l'avortement de ce con. C'est aimable. C'est aimable, oui. C'est signé ? Non, je crois, je ne sais pas si c'est signé. En tout cas, je n'ai pas vérifié. Très bien. Mais enfin, vous êtes d'accord, c'est pas très gentil. C'est glorieux, c'est vraiment. pas très gentil. Mais comme le dit Marlène Schiappa, la parole se libère et rien n'est plus beau que la liberté. Je n'ai donc pas peur. Pour moi, mon compte est bon. Mais j'ai peur pour mon pays, qui s'américanise toujours davantage et qui, à force de campagnes indignées, se déprend de lui-même, se défait de ce qu'il était aux yeux de Hume, de Henry James ou de Isaac Babel, le pays des femmes, ou plus précisément d'une mixité
qui donnait à la vie un caractère d'aménité qu'on ne trouvait ni en Amérique, ni en Angleterre, ni en Italie ou en Espagne. Le caractère d'aménité n'était certainement pas partagé aussi largement que cela, mais il existait, mais on ne peut... Assez partagé, si l'on en croit notamment Mona Ozouf. Oui. C'est-à-dire, là, le ruissellement avait un sens. Ça allait du haut en bas de la société. Mais le féminisme, c'est vrai, a élargi le champ de ces mixités. Les femmes sont désormais présentes partout. Elles n'animent plus seulement les salons. D'ambassadeurs à reporters de guerre, elles accèdent à tous les métiers. La politique a cessé d'être une affaire d'hommes, et c'est dans ces conditions un véritable crève-cœur de voir ce grand mouvement de conquête déboucher sur le hashtag dont vous avez parlé, après les révélations sur la sexualité prédatrice d'un producteur hollywoodien tout-puissant, je répète, toi aussi raconte en donnant le nom et les détails un harcèlement sexuel que tu as connu dans ton boulot. C'est-à-dire, balance ton porc. Ce qui veut dire que chacune doit en avoir un à balancer. Exactement. C'est Trotsky qui proclamait dans un petit livre glaçant que la fin, c'est-à-dire le combat pour l'égalité, justifie les moyens, c'est-à-dire l'abolition de toutes les règles juridiques et morales. C'est inventé par Trotsky ? Non, c'est pas lui qui a justifié les moyens, Mais il l'appliquait dans ce cas-là. Et c'est très intéressant parce qu'il le disait alors qu'il était déjà en exil, qu'il se présentait et qu'il était effectivement le grand opposant au stalinisme. Bien, mais je ne crois pas, pour ma part, que l'émancipation puisse en passer par la délation. Et je n'ai pas peur, mais je dis, ce n'est pas l'homme au sens masculin du terme qui parle quand je dis cela, c'est l'être humain civilisé. On nous tympanise jour et nuit avec les valeurs, mais le mot de balance et la pratique qu'il induit sont contraires à toutes les valeurs de la civilisation. Ce libellé immonde a d'ailleurs suscité le dégoût des féministes historiques et des avocats, des avocates surtout, ont dit leur effroi. Enfin oui, parce que les avocats que j'ai interrogés ne veulent pas vraiment, encore une fois, s'exprimer. Moi, cette peur de exprimer par des adultes est peut-être ce qui me terrifie le plus. Mais permettez-moi néanmoins, peut-être que vous allez y répondre tout de suite, mais je voudrais synthétiser quand même les arguments de ces femmes, à moins que vous vouliez peut-être suivre d'abord. Les avocates, parce que vous me dites que certains avocats n'osent pas. J'ai lu encore dans Libération un article absolument passionnant ou un entretien, un interview de Marie Dosé, une avocate que je ne connaissais pas, mais elle dit justifier le procédé balance ton porc par une prétendue défaillance de l'autorité judiciaire ou par la prescription des faits dénoncés conduit à une forme de despotisme. Une démocratie se doit de combattre l'arbitraire avant l'impunité, parce qu'une culpabilité ne se décrète pas sur les réseaux sociaux, mais se questionne judiciairement. Il ne s'agit pas, ajoute-t-elle, de dénonciation, mais de délation, pas de plaignante, mais de balance, pas de justice, mais de vengeance. Elle ajoute, en esquivant la sphère judiciaire, les preuves à apporter et le principe du contradictoire, on condamne un homme avec une violence telle qu'il n'y a plus guère de réponse possible. Les victimes n'ont pas à décider du sort à infliger à leur présumé harceleur en contournant la sphère judiciaire. Alors, très bien, mais comme j'ai essayé de le dire, tout cela n'est guère audible dans le climat d'émotion. Et maintenant, je voudrais plaider 20 secondes, cher Alain, et que vous répondiez, parce que j'ai, comme vous, lu les témoignages, et comme vous, j'ai été saisi d'effroi. Vous reviendrez sans doute sur la définition du harcèlement, donc je ne déflore pas ce sujet-là. Mais malgré tout, il y a des femmes qui vous disent, voilà, moi, mon chef de bureau m'a coincé dans les couloirs quand j'étais seule avec lui, etc. Il n'y aura jamais de preuves. Et de fait, si vous voulez,
parole contre parole, c'est extrêmement quelque chose qui s'est passé dans l'intimité de deux personnes. Vous pouvez pas vraiment le prouver, et elles vous disent c'est affreux, personne ne nous croit, les autres sont complices, on nous fait des blagues obscènes et tout le monde approuve. Alors je ne sais pas quelle est l'ampleur du phénomène, mais je ne peux pas croire que tous ces témoignages soient faux. J'y reviendrai. Enfin, bon, je vous dis simplement qu'aujourd'hui, les crimes et les délits sexuels sont punis sévèrement. Non seulement sont punis sévèrement, mais ce sont les crimes et les délits sexuels qui sont le plus souvent jugés dans les tribunaux. En effet, il y a un problème parce que souvent les attaques, les agressions, les harcèlements se déroulent sans témoin, et c'est bien pourquoi certains voudraient inscrire dans le droit la présomption de vérité pour le témoignage des femmes. Non. Mais si la présomption de vérité est instaurée, ça fait sauter la présomption d'innocence, et je crois que même les avocats qui ont peur aujourd'hui protesteront la demain. La présomption de vérité, ça pourrait être inscrit. Oui, enfin, certains le désirent. Certaines le désirent. À mon avis, ça n'est pas constitutionnel. Mais espérons-le. Oui, sans doute. En tout cas, ce que dit Marie Dauzé, c'est que le procédé employé dessert la cause, aussi juste soit-elle. Or, ce procédé a reçu l'onction de la secrétaire d'État à l'égalité des femmes et des hommes, Marlène Schiappa, qui, décidément, n'en rate pas une, mais aussi de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Tout ce qui contribue à libérer la parole des femmes est positif, a dit la première sur le LCI. Autrement dit, des ministres, c'est-à-dire des personnes officiellement chargées de défendre, de garantir et même d'incarner l'état de droit, se félicite aujourd'hui que cet état soit bafoué sous les ovations d'une presse écrite et audiovisuelle, lancée dans cette grande œuvre rédemptrice, faire sortir des hommes l'esprit impur qui habite en eux. Mais donc la méthode choisie est détestable, c'est entendu, reste ce fait que vous avez souligné, et puis ce que vous avez dit. La question en tous les cas, est-ce que ça a l'ampleur qu'on nous dit que 400 000 femmes, ou est-ce qu'on criminalise toute expression du désir masculin? Voilà. Alors, 400 000 femmes ont répondu à l'appel, balance ton porc. Et ça, c'est en France, hein. Il y en a en Espagne, en Amérique, il y en a partout. Hein. Cela ne signifie-t-il pas, que notre société est beaucoup plus violente et plus inégalitaire qu'elle ne le paraît et qu'elle ne le proclame? Je me suis posé la question, je me la pose encore, et je ne nie évidemment pas que certains hommes abusent de leur position de pouvoir pour obtenir à la Weinstein les faveurs d'une subordonnée. Ces situations existent et l'on ne doit en aucun cas s'y résigner, même si leur traduction judiciaire, comme l'avait montré, est difficile. Mais j'ai entendu l'autre jour Bérénice Levet qui rappelait le slogan qui avait surgi au lendemain des attentats du 13 novembre. Nous sommes en terrasse. Qu'est-ce qu'une terrasse? C'est un lieu public où les hommes et les femmes se mélangent en toute liberté. C'est l'espace d'une délicieuse promiscuité. Voilà ce que nous défendions spontanément contre le djihadisme. On nous dit 2 ans après que les porcs sont partout, que les femmes sont leur proie, et comme Muriel Salmona, la psychiatre qui s'apprête à remettre à Marlène Schiappa un manifeste pour en finir avec l'impunité, que la culture du viol imprègne l'inconscient collectif de notre société. La culture du viol imprègne l'inconscient collectif de notre société. Ce qui est bien avec l'inconscient, c'est qu'on peut lui faire dire beaucoup de choses. C'est qu'il est irréfutable. Si vous protestez contre cette terrifiante imputation collective, Muriel Salmona sourit et cligne de l'œil. Votre dénégation est la preuve qu'elle a touché juste. Mais pour attester cette culture du viol, pour bien montrer que les porcs sont partout
et que chaque femme a rencontré le sien, on assiste aujourd'hui à une extension du domaine du harcèlement sur le modèle de l'extension du domaine du racisme. Vous étiez à l'émission d'Yves Calvi l'autre jour. Je vous ai vu, et une jeune femme, dans un reportage, a raconté que un jour, dans l'autobus, un homme s'est masturbé devant elle. C'est désagréable, c'est pénible, c'est peut-être atroce, mais où est le harcèlement ? Il y a des pervers aussi qui ouvrent leur manteau à la sortie des écoles, ou, je l'ai subi, qui se font passer pour des docteurs et caressent la bourse des petits-enfants. Les bourses des petits-enfants, pardon. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des tordus sur la terre. Ce genre de comportement ne seront jamais totalement éradiqués. Mais ils ne disent rien sur les rapports entre les sexes dans notre société. Et juste, est-ce qu'on n'exagère pas aussi, parce que après tout, un type vous montre son sexe, et comme vous dites, c'est pas agréable, mais ça traumatise peut-être pas pour la vie entière. Donc, est-ce qu'il n'y a pas cette disons, est-ce qu'on n'est pas dans le victimisme, justement, comme le disait Muret était vraiment prémonitoire. Et le victimisme et cette extension fait qu'un autre rédacteur se retrouve sur la sellette avec toute cette affaire, Roman Polanski. Une rétrospective lui est consacrée à partir du 30 octobre à la Cinémathèque de Paris, et c'est un scandale selon les féministes de l'association Politique.L. Beaucoup d'artistes jugés coupables ou présumés coupables sont réhabilités par la société et continuent d'être honorés, s'indigne Fatima El Ouazdi, la porte-parole de cette association. Je rappelle que l'affaire Polanski remonte à 1977 et que sa victime réclame depuis des années à la justice américaine de clore l'affaire. Ce qui motive en outre l'extension du domaine du harcèlement, c'est précisément l'antiracisme. Il ne faut surtout pas croire que les femmes sont agressées verbalement et physiquement dans certains quartiers et pas dans d'autres, à La Chapelle-Pajol et pas boulevard Saint-Germain. Non, répond Marlène Schiappa, le harcèlement existe autant boulevard Saint-Germain, même s'il est moins visible. Ce moins visible m'a plongé dans des abîmes de perplexité. Qu'est-ce qu'un harcèlement à peine visible ? Un regard concupiscent, une phrase équivoque, une entrée en matière pataude, une proposition indécente, pour faire oublier que c'est à Sevran et pas au Flore et pas boulevard Saint-Germain que les cafés sont interdits aux femmes. On en vient peu à peu à criminaliser l'ambiguïté dans les rapports humains. Et le temps est proche où l'homme qui a eu une relation sexuelle avec une femme pourra être poursuivi pour harcèlement, même s'il a eu le consentement tacite de celle-ci. Il faut sortir du non-dit et du non-refus, écrit très sérieusement la philosophe Marion Garcia. Elle nous invite à suivre l'exemple des universités californiennes qui sont obligées d'inscrire le consentement positif dans leur règlement, sinon elles ne reçoivent pas de subventions publiques. C'est-à-dire le consentement positif, c'est que vous n'avez rien le droit de faire si je vous ai pas dit oui explicite. Avant de s'engager dans une relation sexuelle, tout adulte, professeur ou élève, doit s'assurer d'un accord conscient et volontaire de la part de sa partenaire. Cela revient, dit Marion Garcia, à inverser la charge de la preuve. Ce n'est plus à la victime de prouver qu'il y a eu harcèlement, mais à l'agresseur d'amener la preuve d'un consentement communiqué clairement et sans ambiguïté. Remplacez donc ce que Nathalie Sarraute appelle les tropismes par un contrat en bonne et due forme, délivrer l'humanité du clair-obscur, de la dissymétrie, de la volonté de puissance. Tel est l'objectif délirant
de la nouvelle utopie égalitaire. Alors permettez-moi de vous protéger contre vous-même. Bien sûr, quand vous parlez de la dissymétrie et de la volonté de puissance, ça ne veut pas dire qu'elle doit s'exercer des hommes sur les femmes. Et avant qu'on passe quand même pour... Non, elles ne doivent pas s'exercer des hommes sur les femmes. Je dis elles simplement... changent de camp. Comme le dit Philippe Roth, la domination change tout le temps de camp à notre époque. Et il y a des formes de volonté de puissance dans l'amour, dans la sexualité même. L'amour et la sexualité peuvent être souvent conflictuels. On veut objectiver l'autre. Ils sont troubles. Voilà. Ils sont tourmentés. Ils sont. Voilà. Donc vous n'êtes pas totalement en désaccord avec Muret quand il dit que dans le fond cette attaque contre le harcèlement sexuel est une attaque surtout contre le sexuel. Mais quand même, avant de passer à notre dernier sujet, voilà, je voulais quand même savoir, est-ce qu'on n'est pas passé à côté d'un phénomène qui serait massif, selon vous? Je ne crois pas. Parce que ces témoignages ne sont quand même, ils existent. Ce que je crois, c'est que une utopie égalitaire, étrangement égalitaire, est à l'œuvre. La France n'échappe pas à la terreur née de cette utopie, sous couleur de lutter contre les violences faites aux femmes. Elle est en train d'abdiquer sa singularité, cette singularité qu'admiraient tant James, Hume et Babel, pour devenir une triste province de l'Amérique néo-puritaine. J'ajoute que le journal de référence y travaille activement. La Parole est libérée, titre Le Monde ce week-end. À la différence de Libération, il ne fait aucune place aux réticences, aux objections, aux inquiétudes que suscite la campagne contre les porcs. Et Le Monde est à la nouvelle idéologie antiraciste et égalitaire, ce que la Pravda était au communisme soviétique. C'est une expérience étrange et un peu masochiste de lire tous les jours la Pravda. Une chose est sûre, en tout cas, Edoui Plenel a été remplacé par plus Plenel que lui. Et la parole, la protestation des femmes contre ce qui se passe à la Chapelle-Pajol ou à Sevran n'a pas retenu l'attention du monde. Aux yeux de l'idéologie en vogue, cette parole n'est pas libre, elle est intempestive, elle est donc censurée par les libérateurs officiels. Et j'ajoute quand même que ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même énormément de femmes qui ne sont pas du tout d'accord. Je voudrais juste, avant de passer, vous lire 4 vers de Alfred de Vigny, qui annonce peut-être notre futur. La femme aura Gomorrhe et l'homme aura Sodome, et se jetant de loin un regard irrité, les deux sexes mourront chacun de son côté. Voilà. Bon. Espérons que nous n'en arriverons pas là. Et passons donc à Macron, dans la grande question qui passionne les éditorialistes. Est-il de gauche ou de droite? Mais moi, j'en ai une meilleure. Car, finalement, Alain Finkielkraut, êtes-vous macroniste ou anti-macroniste? Vous avez quand même, vous voulez le raconter vous, parce que vous avez passé une avoinée à Valeurs Actuelles qui vous a enrôlé en une. Donc et qui m'a enrôlé en une et qui m'a bâillonné en une en mettant un scotch sur la bouche. Donc oui, en effet. C'est-à-dire que j'ai critiqué beaucoup le nouveau clivage instauré par Macron pendant la campagne entre les progressistes qui embrassent la modernité et les conservateurs passéistes attachés au vieux monde. Mais j'ai dû constater qu'il n'est pas aussi macronien qu'il le dit. Macronien n'est pas aussi macronien. Macron n'est pas aussi macronien qu'il le dit, puisque Jean-Michel Blanquer affirme que l'éducation doit être conservatrice, et puisque quand Nicolas Hulot veut taxer le bétonnement, il s'agit pour lui non pas d'embrasser la modernité, mais d'esserrer son étreinte, non pas d'accompagner le procès, mais de freiner le processus qui dissout la France dans une banlieue sans fin, dans un ni ville ni campagne, triste à pleurer. Mais Macron... malgré tout, ce sont 2 signes certes importants, mais dont vous exagérez peut-être la portée. Mais pour moi, ça compte. Non, Blanquer et Hulot, pour moi, ça compte. Enfin, toujours est-il que Macron, décourage les bonnes volontés. On se disait bien qu'avec sa manie de parler en écriture inclusive, avec ses celles et ceux, et ses chacune et chacun, toutes les 2 phrases, il n'était pas homme à résister au dernier grand emballement médiatique, mais là, il fait plus que céder. Il prend avec Brigitte la tête du combat, et on lui doit ce grand moment communiste que nous venons de vivre, la repentance de Bruno Le Maire. Un matin, il dit à Jean-Michel Apathy qui l'interroge, la dénonciation ne fait pas partie de mon identité politique. 2 heures après, recadré,
Non, il dit le mot, il utilise le mot dénonciation. Recadré par le chef de l'État et sans doute son épouse, très engagé dans la nouvelle bataille, il apparaît sur une vidéo où il dit « Je me suis mal expliqué, je regrette, j'aurais dû réagir plus vivement au problème du harcèlement. » Le camarade a fait son autocritique. Non, mais de toute façon, vraiment, j'ajoute que l'image est terrible. Hein, il a l'air d'un petit garçon. Absolument. Donc, le camarade a fait son autocritique publique. Il a rejoint ainsi l'histoire en marche. Délivré ses préjugés, il voit clair. Il sera donc pardonné. Et les derniers récalcitrants sont appelés à faire comme lui. Car la passion des progressistes, c'est la rééducation. Voyez l'actuelle et très inquiétante fortune du mot pédagogie. Mais avant de nous quitter, Elisabeth, laissez-moi vous offrir, en guise de petit dernier pour la route, ce commentaire courageusement anonyme de l'article d'Irène Théry, publié par lemonde.fr. Je cite, « Beaucoup de gens choisissent un camp, pour certains politiques, pour d'autres religieux ou corporatistes, ou générationnels ou musicales, vestimentaires ou sexuels ou raciales. Elisabeth Lévy et Alain Finkielkraut ont choisi le leur. Et dans ce combat, il faut défendre les soldats Weinstein, Allen et Strauss-Kahn. Et voilà. Oh, quel lien y aurait-il? Et voilà. Je ne peux pas m'empêcher de citer Didier Lestrade, hein, oui. Qui a rappelé effectivement que tous les porcs avaient des affinités sionistes, a-t-il dit, avant de retirer son tweet en disant, il a mis un autre tweet en disant, je vais pas passer mon temps à expliquer qui sont les gens riches qui financent les partis. Donc, en tout cas. Donc Didier Lestrade, fondateur d'Act Up, hein. Voilà, Didier Lestrade, fondateur d'Act Up, et ce tweet. Ah, c'est bien, il est bien, il est magnifique. Il faut défendre les soldats Weinstein, Allen et Strauss-Kahn. La nuit tombe, là il a tort. Ah bah, j'en reste sans voix, cher Alain Finkielkraut. Il ne reste plus pour vous consoler qu'à participer aux côtés du président à la célébration des 50 ans de mai 68. Un mot quand même, un mot. Nous le ferons en temps voulu. Nous célébrerons avec lui en temps voulu. Parce que ça va ce être grand célébré, moment de notre histoire. Ça va être célébré à l'Élysée. C'est pour ça que je le dis. Et je suis sûr que vous aurez des choses à nous en dire. J'espère que je serai invité en tant que 68ard anonyme. Oui. En tant que 68ard inconnu. Et repenti peut-être. Inconnu à l'époque. Et repenti un peu. Repenti, nous verrons. Bon, alors merci cher Alain Finkielkraut de mener dans ce climat le combat de la raison. D'ici dimanche prochain, on vous lit dans Causeur. On peut réécouter cette émission sur causeur.fr et radio rcj.info, où on peut d'ailleurs aussi l'écouter en direct. Bonne semaine à tous. Bonne journée sur RCJ.